Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir ici aujourd'hui pour prendre un temps pour penser ensemble tous ces petits moments fondateurs, tous ces moments d'émerveillement qui font partie de la découverte sensorielle et émotionnelle du bébé. Alors ce webinaire, il s'inscrit dans le programme YAPACA, qui est un programme de prévention de la maltraitance en Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous travaillons de manière transversale avec les différents secteurs en Fédération Wallonie-Bruxelles, donc aussi bien avec l'aide à la jeunesse, l'ONE, l'enseignement, mais aussi le secteur culture, les maisons de jeunes, les maisons de justice et le sport également. Alors, depuis toujours, nous mettons à disposition des professionnels de terrain qui rencontrent les familles des petits outils de formation continue. Alors ça se présente sous forme de courtes séquences vidéo qui partent de questions de professionnels de terrain, mais aussi de livres de la collection Temps d'arrêt, des livres disponibles à télécharger sur le site de YAPACA, et puis des podcasts. Et depuis le confinement, on a mis en place des temps, des webinaires, des petits coins de toile pour essayer de trouver un moment pour penser ensemble à des questions de nos pratiques professionnelles. Alors, on avait demandé à Ayala Borghini de rédiger un texte sur la découverte sensorielle et émotionnelle du bébé. Je vous le présente ici, évidemment, il s'affiche à l'envers, mais comme ça, vous découvrez l'objet. Et on avait envie, évidemment, de l'entendre aujourd'hui un petit peu dérouler ce fil des moments fondateurs de toutes ces découvertes pour le bébé. Et on avait envie, évidemment, de lui demander d'ancrer un petit peu son fil dans le climat et le contexte actuel de crise sanitaire. Puisque, justement, on parle de la nécessité pour ce bébé, pour pouvoir se découvrir et être en relation et découvrir l'autre, la nécessité d'être dans l'éveil de tous ses sens. Il va mettre en bouche, il va toucher, il va explorer son environnement, etc. Et donc, quel est l'impact de ces mesures sanitaires sur cet environnement du bébé? Dans quel climat est-ce qu'on le prend dans nos bras aujourd'hui, nous adultes, avec parfois des vagues d'émotions qui nous submergent, avec des inquiétudes, etc. Donc on est plein de questions et on est ravis d'accueillir Ayala aujourd'hui. Alors pour activer justement l'interactivité et laisser la place à vos questions, je vous propose d'utiliser le petit onglet dans le bas de votre écran qui s'appelle Q et R, questions et réponses. Et là, vous pourrez activer l'interactivité. Donc, nous déposer vos questions et nous ferons cet aller-retour avec Ayala pendant son exposé en essayant de lui transmettre vos questions. On prendra également un temps à la fin de l'exposé pour transmettre ces questions. Alors, nous ne vous voyons pas. Vos micros sont coupés et vous voyez actuellement à l'écran 3 des 7 membres de l'équipe de YAPACA. Vous voyez Laurane Baudelot, Diane Huppert et moi-même, et puis nous sommes rejointes aujourd'hui par Ayala Borghini. Pendant la conférence, vous ne verrez plus que Ayala, mais nous restons, nous, dans cet espace avec elle. Si vous rencontrez des soucis techniques pendant la conférence, on n'est pas en mesure de vous aider, mais sachez qu'elle est enregistrée et qu'elle sera disponible sur le site de YAPACA dans le courant de l'après-midi ou dans les prochains jours. Il me reste à vous présenter Ayala Borghini, qui est docteure en psychologie. Elle est psychothérapeute, professeure à la Haute École de Travail Social de Genève dans la filière psychomotricité. Et elle a également été responsable de recherche au SUPEA, à l'hôpital universitaire de Lausanne. Alors, elle s'est toujours intéressée aux interactions précoces, s'interrogeant sur la manière dont les choses se construisent pour le bébé, et comment est-ce il entre dans la relation, et comment ces échanges d'émotions, ces échanges sensoriels s'opèrent pour ce bébé et ses parents. Alors voilà, je ne vais pas être plus longue, je vous laisse découvrir le fil qu'elle nous propose aujourd'hui et je vous retrouve en fin
en fin d'intervention. Merci beaucoup, Ayala. Merci beaucoup à Yapaka. D'abord de m'avoir proposé de rédiger ce petit livre. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Finalement, un peu comme s'il condensait des années où j'ai senti plein de choses dans ces rencontres avec les parents et leurs jeunes bébés. Et voilà, je crois pour dérouler le fil, je voulais raconter en fait ces premiers moments où j'ai moi-même été émerveillée en fait. Et vous avez dit, donc j'ai été responsable de recherche à Lausanne. Et voilà, j'ai en fait entendu des parents me raconter la naissance de leur enfant. Des centaines de parents me racontaient ça. Et ça a commencé comme ça en fait. Les bébés étaient là, mais ils étaient dans leur landau, ils étaient un peu plus grands, on les regardait pas trop. Et j'aurais même pas su quoi faire en fait. Je ne savais à l'époque même pas quoi regarder. Mais j'entendais les parents me raconter tout ça. Et en l'occurrence, donc on faisait de la recherche et ce qui nous intéressait, c'était de comprendre finalement qu'est-ce qui avait permis que le lien commence, que le lien se construise, que quelque chose apparaisse. Que, vous savez, ce moment où tout à coup on sent qu'on a le coup de foudre, ce moment où tout à coup, finalement, la naissance, j'ai envie de dire, de l'amour, quoi, en fait, c'est le moment où ça apparaît. Et on avait des parents qui étaient là, qui n'avaient pas forcément vécu des choses faciles, puisque notre recherche, alors, elle a porté sur beaucoup de naissances avec des particularités, de la prématurité, des malformations, enfin, voilà, toutes sortes d'événements qui peuvent arriver. Et donc, j'ai entendu à la fois des parents qui me racontaient des naissances à terme normales, et puis des autres parents avec des naissances plus difficiles. Et je me souviens de moments où les parents disaient ah, la première fois que j'ai vu qu'il cherchait mon regard. La première fois où, quand j'ai appelé son nom, il a tourné la tête. C'est une bouffée d'émotion, quelque chose qui apparaît, qui est extrêmement fort et qui est comme quelque chose qui va se marquer, ça devient, c'est pas juste un moment qui passe comme ça, mais ça devient un souvenir sur lequel les choses vont se brancher, quelque chose de la relation qui se met en place et d'une confiance en fait qui apparaît. Et je me suis dit là il y a quelque chose à faire, il y a un fil à tirer. Alors on s'est dit ben voilà, comment est-ce qu'on va faire avec ces parents quand ils sont dans des moments difficiles, par exemple l'hospitalisation d'un grand prématuré, situation très classique. Et voilà, on est là dans la couveuse. Alors c'est intéressant parce que cette situation de la pandémie aujourd'hui, elle me rappelle quelquefois la situation d'arrivée dans ces services ultra stérilisés, où il faut se désinfecter entièrement, où la moindre bactérie est une source d'angoisse énorme. Euh, et où les parents vont ajouter du stérilium sur leurs mains plusieurs fois. On enlève tous les bijoux. Je ne sais pas, par exemple, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup des bijoux autour des mains aujourd'hui, mais dans les hôpitaux, c'est la première chose qu'on fait. On enlève tous les bijoux parce qu'en fait, ce sont des vecteurs de bactéries, de virus. Ils s'ancrent sur ce métal. Enfin, voilà. Donc, voilà, je fais un petit peu des liens avec la situation actuelle. Mais c'est vrai que ça ressemble et les inquiétudes des parents par rapport à ça. Alors, comment est-ce qu'on a travaillé? On s'est dit, tiens, on va filmer ces bébés dans les moments où les parents sont là en train de donner des soins. On va les filmer et on va regarder ce qui se passe. Et on était là avec nos caméras, en train de dire aux parents, faites le soin comme d'habitude, etc. Ensuite, on va regarder ensemble qu'est-ce qui s'est passé pendant le soin. Et là, ça a été la surprise, une surprise totale. Parce qu'on ne s'attendait pas du tout avec ces bébés qui sont si petits, donc c'est des prématurés, donc ils ne devraient même pas encore être là. Ce sont encore, on peut presque dire, voilà, ce sont des fœtus qu'on a mis hors du ventre. Eh bien, ils ont avec la vidéo, on a été capable de ralentir et de voir des façons de répondre en fait à ce qui était, à ce qui se passait autour d'eux. On a vu par exemple un papa qui dit à sa petite fille mais comme tu es belle, mais comme tu es mignonne. Et puis l'enfant, tout petit, l'enfant qui ouvre la main pour aller chercher qui va vers le papa. On a vu tous ces enfants le parent qui appelle son enfant d'un côté de la couveuse et puis l'enfant qui tourne la tête de toutes ses forces comme ça et puis qui ouvre les yeux, qui cligne
pour vraiment aller vers la rencontre. Et donc, on voit tous ces mouvements, en fait, hein, de la part du bébé. Et qu'est-ce que ça fait quand on voit ça? Eh bien, on est émerveillé. En fait, il se passe quelque chose, il se passe cette bouffée émotionnelle, une sorte de chaleur qui monte, en fait, hein. C'est quelque chose qui se passe dans le corps. Et ce qui est étonnant, c'est que souvent, sur le moment même, on n'avait pas vu autant de détails. Voilà. C'est-à-dire que sur le moment même, on est pris dans l'interaction, on observe le parent qui interagit avec son bébé, mais on se rend pas compte en fait à quel point l'interaction elle est nourrie de toutes petites choses, de tout petits détails, de cette façon de regarder, d'ouvrir les yeux, de cligner des yeux, de tendre la tête, d'ouvrir une main, de monter un bras, d'amener une main à la bouche. Enfin, tout à coup, les détails apparaissent. Et on s'est dit, voilà, c'est à partir de là, il y a quelque chose qui se passe. Et ce qui s'est passé, ce qu'on a pu observer, c'est que ces parents qui étaient quand même très mal dans leur parentalité, touchés par un bébé qui va moins bien ou des choses comme ça, quand ils voient ces détails, ils se disent ah mais il y a quelqu'un qui est là, ah mais cet enfant il me répond, ah mais là je me souviens de maman qui disait c'est là que j'ai compris que j'étais sa maman. Ce moment-là, ah mais ça c'est trop chou, ça veut dire que je suis quelqu'un pour lui. Et vous voyez à quel point, ce qui est très intéressant, c'est qu'en même temps, quand on montre ces petits détails, eh ben, on amène le parent à évidemment découvrir l'enfant d'une certaine manière, d'une nouvelle manière, mais en même temps, on est en train de faire quelque chose d'absolument essentiel, c'est qu'on est en train de rassurer le parent aussi dans sa position. Et ça, voilà, ça a été le départ en fait hein, de ce moment d'émerveillement, c'est-à-dire en fait l'idée qu'on va offrir un moment de découverte, en fait. Hein. Un moment de découverte où le parent qui est peut-être pris dans des préoccupations, d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être un parent prématuré pour avoir des préoccupations hein, avec un bébé. Je veux dire, on peut en avoir 1000 de préoccupations. Est-ce qu'il respire? Ça, c'est déjà la grande question. Est-ce qu'il respire? Est-ce qu'il va bien se développer? Est-ce qu'il n'a pas un problème, voilà, un trouble la question aujourd'hui du trouble du développement et notamment du spectre autistique aujourd'hui, on a des parents qui commencent à se poser la question quasi à la naissance, voire qui ont ces questions alors que le bébé est dans le ventre, qui vont être dans la recherche frénétique d'une rencontre de regard, qui vont être dans l'attente presque oui, une attente extrêmement préoccupée autour des premiers sourires adressés où ils ont l'impression que l'enfant leur répond vraiment. Et ça, c'est mais vraiment quelque chose qu'on rencontre tellement fréquemment. Et comme si le bébé, dans ses premiers moments de vie, devait déjà être absolument un être relationnel, mais avec comment dire, le calibrage de l'adulte, c'est-à-dire l'attente de l'adulte qui va attendre qu'on le regarde et qu'on lui sourit, comme avec voilà, comme si ça se passerait avec un enfant beaucoup plus grand. Et finalement, toute la subtilité des petits échanges justement de ce bébé qui tourne un petit peu la tête, on a l'impression que tous ces détails qui font en fait la rencontre, ça suffit pas. C'est comme si ça suffisait pas. Je ne dis pas tous les parents évidemment, hein, mais on rencontre de plus en plus cette caractéristique-là. Et je crois c'est avec l'idée voilà, qu'il y a plus de préoccupations autour du développement. Peut-être parce qu'il y a eu plus de messages de prévention. Du coup, voilà, plus de parents sont en quête de ces signes. Ce que je voudrais dire encore peut-être par rapport à ces moments d'émerveillement, ces moments où on va faire découvrir aux parents ah c'est incroyable comme il vous a regardé. Ah, vous avez vu ce qu'il a fait? Il a ouvert la main, il a tendu la main, voilà, enfin tous ces moments-là. Ce que j'ai eu comme sentiment, c'est qu'avec les mamans particulièrement fragiles
qui étaient dans des symptômes, on va dire, certainement proches de la dépression du postpartum, hein, comme on en voit quand même aujourd'hui. On sait que les pourcentages sont très alarmants, hein, puisque suivant les régions, on a de 15 à 20% de femmes qui présentent ces symptômes de manière plus ou moins grave. Et ben, ces moments d'émerveillement font que tout à coup, c'est une toute petite fenêtre dans la journée où il y a quelque chose qui se passe qui est différent. C'est-à-dire, et ça commence parfois par ce tout petit espace où il y a eu quelque chose d'une émotion différente, plutôt que ce noir de la préoccupation, du désintérêt, de la culpabilité, etc. Une toute petite fenêtre où quelque chose s'est passé autrement. Et c'est vrai que ce qu'on sent petit à petit quand on suit ces mamans, parfois ces papas aussi, puisqu'on a aussi des papas qui ont ce genre de symptômes, eh ben, c'est qu'on va essayer que cette petite fenêtre grandisse. Hein, c'est-à-dire, ben voilà, faire que ces petits moments augmentent dans la journée, qu'il y en ait un petit peu plus, puis un petit peu plus. Et puis à un moment donné, quelque chose, voilà, s'ajuste et les émotions se rééquilibrent avec une sortie des symptômes de dépression. Donc voilà, c'est aussi une piste intéressante par rapport à ces situations. Voilà, j'espère que ça va, que mon rythme... J'ai fini mon premier point de mon fil rouge. Oui, oui, tout à fait. Là, on se sent entrer dans cette découverte et porté par cette découverte. C'est parfait. Okay. Alors, je vais... on était avec le tout petit, là. Je vais y revenir, mais je voudrais aborder un autre point par rapport à ce fil rouge. Peut-être vous avez entendu mon attention à ce qui vient du bébé. Évidemment, à comment lui est acteur, en fait, de l'interaction. Comment lui est vraiment un partenaire de l'interaction. Et c'est vrai que ce bébé que l'on comprend bien comme un partenaire, une des choses que j'ai souvent observées avec beaucoup de parents, c'est le fait que parfois le parent est pris dans ses propres représentations et dans ses propres préoccupations. Et par exemple, il a besoin d'être rassuré que l'enfant va bien. Et du coup, il va chercher à vérifier un certain nombre de performances chez l'enfant, en fait. Hein. Vérifier qu'il sait faire. Ou combien de parents je vois qui, avec des bébés de 3-4 mois, vont faire des mouvements pour essayer de voir si l'enfant va commencer à se retourner. Alors on sait, se retourner, c'est une immense étape du développement psychomoteur. C'est évidemment quelque chose qu'on va vérifier, que l'enfant a cette capacité. En général, le moment où on va commencer à regarder ça de manière assez, active, notamment dans les contrôles chez le pédiatre, c'est à 6 mois. Hein, voilà, à 6 mois, on attend d'un enfant on le met sur le dos, il va chercher à commencer à se retourner sur le ventre. On le met sur le ventre, il va commencer à chercher à se retourner sur le dos. Si on voit qu'il ne le fait pas à 6 mois, à ce moment-là, on va peut-être vérifier qu'à 7 mois, c'est venu. Et on va peut-être pas laisser traîner trop longtemps jusqu'à 8-9 mois parce qu'on sait que ça fait partie, ça nous montre bien qu'un enfant est entré dans son développement psychomoteur, qu'il est lancé dans ce qu'on attend de lui à ce niveau. Et pourquoi le faire à 3-4 mois? C'est vrai que... Alors, on voit ces bébés qui n'ont absolument pas encore compris comment se passaient les choses dans leur corps. Hein, ils découvrent ça. Et eux, ils en sont à un tout autre stade. Ils sont au stade où quand ils sont couchés sur le dos, par exemple, et je l'ai raconté dans le livre, ils vont chercher
en fait avec leurs mains sur le côté. Je montre ma main en espérant que les gens voient. Si vous voulez, vous avez la main qui fait ça. Si on a le sol ici, comment je vais faire? Voilà, je prends le livre. On a le sol ici, voilà, et la main fait comme ça. Si vous voulez, elle glisse sur le sol. Cette main, ces recherches en fait autour, hein, elles permettent à l'enfant de saisir ce qui se passe autour de lui. Il va aussi beaucoup se toucher dans ces moments-là. Il va toucher son ventre, il va commencer à tirer un petit peu sur ses habits. Il va aussi commencer évidemment à réussir à mettre sa main dans sa bouche. Alors là, c'est vrai que cette exploration orale, hein, j'en ai aussi longuement parlé dans le petit livre, c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent, évidemment. On sait à quel point elle est absolument importante. D'ailleurs, par rapport à la situation actuelle, c'est vrai que moi, j'ai le souvenir, il y a 20 ans en arrière, donc on n'avait pas de situation Covid, mais les mamans de prématurés à qui on avait dit « votre enfant il est plus fragile sur le plan respiratoire, donc il ne faut pas qu'il tombe malade ». Elles entraient dans des préoccupations absolument énormes par rapport à toutes sortes de bactéries et du coup, elles enlevaient systématiquement tous les objets que l'enfant pouvait mettre en bouche. J'ai un petit montage de l'époque, hein, donc il y a 20 ans en arrière, quand une de mes stagiaires de recherche avait fait, où on entend 50 fois des mamans toutes différentes, de toutes origines différentes, de toutes cultures différentes, dire non pas à la bouche. Et voilà, alors c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on fait avec ce besoin d'exploration orale, hein, cette main qui a besoin de découvrir le monde autour d'elle, qui a besoin de toucher. Et à 3-4 mois, c'est ça qui est le point central en fait. Il ne faut pas commencer à s'imaginer qu'il faut chercher à tourner le bébé ou qu'il va se tourner à ce moment-là. Non, il n'en est pas du tout encore là. Par contre, il est dans cette exploration de ce qui se passe, de ses mains qui vont commencer à chercher autour de lui, et puis évidemment qu'il va commencer à les amener à la bouche. Alors c'est vrai que voilà, d'avoir ça en tête, que c'est un besoin très important, que c'est une manière, par exemple, une chose extrêmement simple, c'est que c'est une manière que l'enfant va avoir de pouvoir joindre les deux côtés du corps. En fait, les jonctions entre la gauche et la droite, le fait de constituer par cet intermédiaire-là un axe corporel, c'est-à-dire un centre autour duquel les deux côtés gauche et droite se mêlent, eh ben, ça va être cette période-là, hein, entre 4 mois et 6 mois que ça se construit. L'enfant arrive à attraper un objet, il l'amène à la bouche, l'autre main se lance et le voilà avec ses deux mains qui se joignent, hein, avec cette exploration orale. Et on le sait parce que une des recherches qu'on a menées, c'était des enfants qu'on avait opérés d'une fente labiopalatina. Et donc des enfants, voilà, encore une idée tout à fait typique des adultes, c'est il ne faut pas que l'enfant aille mettre ses mains dans la bouche parce que sinon il va arracher les fils. Alors voilà, pendant 50 ans, on a pensé comme ça. Aujourd'hui, on sait en fait que les bébés sont beaucoup plus prudents qu'on ne le pense, c'est-à-dire qu'ils vont toucher, oui. Bien sûr, c'est possible parfois qu'il y ait des accidents, mais en fait, ils sont très prudents parce que ça tiraille et puis ils sont pas complètement, voilà, ils ont une prudence, ils peuvent avoir une certaine modulation de leurs gestes. Et bien ces bébés qu'on a laissés mains écartées en leur mettant des gants et en les empêchant en fait de faire ces jonctions, et ben, quand on observe leur développement à 4 mois, à 4 ans, 5 ans, donc beaucoup plus tard, et ben, on a retrouvé plus de problèmes en fait entre la jonction des parties gauche et droite du corps, donc qui montre bien que ces expériences précoces, elles sont importantes. Alors, par rapport à la situation actuelle, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Eh de pas trop toucher les mains du bébé. Quand on approche un bébé, on peut lui toucher les pieds, on peut même, enfin voilà, s'approcher de lui de plein de manières. Mais c'est vrai que de déposer sur ses mains à lui des agents qu'on aurait pu avoir, voilà, c'est vrai qu'on conseille
en général, d'éviter de toucher les mains d'un bébé parce que lui, ensuite, il va mettre ses mains à la bouche. Donc voilà, donc évidemment, d'avoir l'hygiène, toutes les précautions d'hygiène dont on parle aujourd'hui. Mais voilà, ça peut être une idée parce qu'en fait, lui, il a vraiment besoin de cette expérience-là et on peut la soutenir. Une des choses aussi très jolies à faire quand on a un tout petit bébé qui est en train d'essayer d'approcher sa main de la bouche, eh ben, on peut lui tenir en fait la main avec le coude qui va faire que juste on va lui permettre que cette main soit tout près de la bouche et ensuite il va pouvoir voilà, jouer avec ça, trouver sa main et faire quelque chose de magnifique, c'est apprendre à s'apaiser par lui-même, hein, qui est, alors pas tout seul on est là à tenir la main, mais disons, voilà, c'est quelque chose qui est un appui en fait, hein, on le soutient dans ses efforts à réguler par lui-même ses émotions. Alors, je profite justement de la petite respiration pour Oui. vous renvoyer une question qui a été déposée. Euh, Quelqu'un qui se demande, qui souligne le fait que du côté des parents, il y a parfois comme une attente anxieuse à propos du niveau de développement de l'enfant et que cela impacterait la capacité d'émerveillement du parent. Alors, comment est-ce que vous pouvez revenir justement sur cette inquiétude des parents? Qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça aujourd'hui dans une inquiétude peut-être plus grandissante? Oui. Alors, c'est vrai que en tout cas, le fait qu'il y ait beaucoup d'informations aujourd'hui, hein, c'est toujours le grand risque. Hein, c'est que, en fait, on est mieux informé, donc tant mieux parce que ça permet quand même d'aller vers une plus grande prévention. Mais quand on est dans une parentalité, enfin, la préoccupation d'un jeune parent, c'est la chose la plus naturelle du monde. Il y a un auteur que tout le monde connaît, je suis persuadée, qui s'appelle Winnicott, qui avait parlé de la préoccupation maternelle primaire. Enfin, voilà. C'est une évidence, je pense que c'est un trait de génie de Winnicott d'avoir senti ça, hein, cette espèce de maladie normale du jeune parent. Hein. Je dis du jeune parent parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de papas qui sont là-dedans, mais qui est finalement disons, c'est une manière de faire entrer le bébé à l'intérieur de soi pour moi. Si vous voulez, c'est-à-dire que cette vie-là, si dépendante, eh bien, j'en suis responsable et du coup, ça doit faire partie de ma vie. Et quel est le meilleur moyen pour prêter son attention sur quelque chose que de nous stresser à ce sujet? Donc ce stress qui apparaît, qui est extrêmement fort, eh ben, il nous mobilise. Il mobilise notre attention. Donc il n'y a rien de plus normal que d'avoir cette préoccupation. Toute la question est en fait, dans le degré d'envahissement de la préoccupation par rapport à à des alternatives de pensée. Si vous voulez, on va dire, moi j'ai beaucoup aimé ça, j'ai entendu cette métaphore il n'y a pas très longtemps. Imaginez que vous avez une boule, un vase et qu'à l'intérieur vous avez une boule rouge qui prend toute la place du vase. Eh ben, c'est de la préoccupation. Si elle prend toute la place, elle occupe tout l'espace, comment est-ce que vous pouvez faire pour voir autrement les choses? Et alors, on ne peut pas arriver à diminuer cette préoccupation. Ça sert à rien. Quand la préoccupation est là, d'essayer de dire voilà mais non il faut pas penser à ça non mais pourquoi tu t'inquiètes tellement c'est tellement dommage tu devrais profiter on va dans le mur avec quelque chose comme ça parce que la préoccupation elle est là. Par contre ce qu'on peut faire c'est on fait grandir le vase autour, c'est-à-dire plutôt que cette pensée là elle prenne toute la place, eh ben on va commencer à essayer d'explorer d'autres manières de voir. Et ça va lentement, hein. C'est pas quelque chose de magique. Et puis surtout, c'est pas parce qu'on le dit que le parent va tout à coup prendre ça et puis s'en saisir. Le parent, il doit aussi être acteur là-dedans, hein. C'est lui qui va faire le chemin. Mais si on commence par être présent en lui montrant, ben voilà, une autre manière de voir les choses. C'est vraiment, on travaille sur
sur les représentations, on travaille sur les croyances, on travaille sur les émotions. D'ailleurs, moi je dis souvent que dans ces moments-là, c'est à travers l'émotion que quelque chose va faire que ça bouge. C'est-à-dire, j'estime dans mes consultations thérapeutiques, j'estime que c'est au moment où moi je vais avoir les larmes aux yeux que la séance, que quelque chose a passé. C'est-à-dire, en fait, on a été émus ensemble autour de quelque chose. Donc, ça, on a vu les choses autrement. On a peut-être changé de perspective. Et ça, pour moi, dans ma tête, ben, c'est ce vase qui grandit. Alors, la fois d'après, peut-être que la maman va revenir et hop, c'est reparti. On a le vase qui s'est rétréci de nouveau. Mais c'est pas grave. On va refaire. Il y a quelque chose qui devient plus doux, quelque chose qui devient plus fluide et qui fait que petit à petit, à travers ces regards, à travers cette sécurité qu'on donne en fait. Hein. Moi, souvent, je vois ça un peu comme, je me vois un peu comme la bonne fée qui s'est penchée sur le berceau pour donner les talents à l'enfant. Je ne sais pas si vous voyez dans les contes comme ça. Hein. C'est-à-dire, ben voilà, on va distiller toutes ces bonnes choses qui, peut-être parfois, est-ce que, est-ce que ce moment où le bébé a regardé et puis moi je me suis dit, ah mais vraiment, c'est incroyable comme il vous regarde. Est-ce que c'était du hasard ou est-ce que c'était intentionnel? En fait, je m'en fiche quelque part. Ce qui est important, c'est que c'est quelque chose qui tout à coup peut être perçu comme un moment de rencontre où on peut tout à coup avoir une émotion, à se dire ah ben tiens, mais finalement comment est-ce qu'elle réagit cette petite? Ah ben tiens, comment est-ce qu'elle répond? Etc. etc. Et que voilà, c'est là où on va essayer de faire grandir autour. Voilà, que la préoccupation ne prenne pas toute la place, sans avoir à la diminuer, elle est importante. Je veux dire, d'avoir le bébé en tête, de faire plus attention quand on monte un escalier alors qu'on a le bébé dans les bras, de faire attention de ne pas glisser. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est voilà, de faire attention sur la table allongée, de ne pas le laisser alors qu'il pourrait se retourner et tomber. Enfin, c'est une évidence que la préoccupation, elle sert. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, bien sûr. Il y a d'autres questions. Par exemple, quelqu'un qui s'interroge si on ne devrait pas valoriser justement toutes ces compétences que l'enfant est en train d'acquérir. Par exemple, quand il met des objets à la bouche, on sait justement que c'est parce qu'il est en train de se découvrir, de découvrir l'extérieur, etc. Est-ce qu'on ne devrait pas travailler à valoriser ça auprès des parents, justement, pour indiquer l'essentiel de ces temps fondateurs? Oui, 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 oui. Alors, je pense toujours alors, que le parent comprenne qu'est-ce qui se passe. Moi, je passe beaucoup de temps à expliquer aux parents avec des tout bébés, des bébés qui ont des difficultés au niveau. Par exemple, ils prennent mal le sein, ils ont du mal à sucer, la maman est toute crispée. Enfin, on a toutes ces situations. Une des choses que je leur explique, c'est que d'abord, l'oralité, ça se passe partout ici. C'est pas juste la bouche, c'est pas juste à l'intérieur. Et donc, on peut commencer par sentir qu'est-ce qui se passe hein, dans cette zone orale, qu'est-ce qui se passe depuis les joues. Une des choses qui est magnifique à regarder, hein, c'est qu'un tout petit bébé, il est orienté, en fait, on appelle ça les points cardinaux. Hein, ça, c'est même un réflexe qu'on va regarder chez le nouveau-né. Donc, en gros, si on touche comme ça, le bébé va faire comme ça. Si on touche comme ça, le bébé va faire comme ça. Si on touche comme ça, il va monter. Si on touche comme ça, il va descendre. Hein. Donc, il est orienté dans l'espace. Et une des choses toutes simples à voir, c'est déjà, et de montrer aux parents, c'est de lui montrer que, par exemple, quand la maman pose le sein sur le côté et que l'enfant tourne, et ensuite il fait le petit geste de fouissement, hein, il va tourner autour du mamelon comme ça avec ses lèvres, et puis à un moment donné, il lance la capture, hein, il lance sa tête pour aller capturer le mamelon. Et en fait, quand on prend le temps avec le parent d'expliquer là que le bébé, il est vraiment actif et que de le laisser être actif. On n'a pas d'ailleurs pas besoin que ça soit avec le mamelon, ça. Hein. Avec le biberon, c'est exactement la même chose. Hein. On amène la pointe du biberon, on regarde comment l'enfant va
il va aussi chercher à analyser la forme de la tétine et faire la capture. Et en fait, quand on donne ce temps-là au bébé d'être actif, si vous voulez, c'est comme si, c'est exactement la même chose que nous en tant qu'adultes. Euh, le fait d'amener la cuillère, de choisir ce qu'on met dans notre cuillère, la bonne quantité, de l'amener jusqu'à notre bouche, d'ouvrir la bouche. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, adulte, de vous faire nourrir à la cuillère, mais en fait, on est ultra embêté parce qu'on ne sait pas comment faire. Hein. Alors que si on nous met la cuillère en face et que c'est nous qui faisons le geste, c'est beaucoup plus facile parce qu'on est nous acteurs. Et c'est exactement la même chose. Avec des bébés extrêmement fragiles sur ce plan-là, par exemple, j'utilise une toute petite cuillère en bois, mais vraiment minuscule. Hein. On peut mettre 3 gouttes de lait dedans. Et en fait, on la pose juste devant les lèvres et on laisse le bébé sortir la langue et il va aller, lui, chercher quelques gouttes de lait. Puis après, on le voit faire comme ça, se rendre compte de ce qui se passe et puis, et encore aller en rechercher plus. Et c'est vrai que tout ça, c'est des choses qu'on peut montrer aux parents. On peut lui faire découvrir toutes ces subtilités. Et c'est vrai que moi, j'ai vu des parents qui arrivaient, je leur disais, bon, montrez-moi comment vous donnez le biberon ou le sein au bébé. Et je vois une maman qui déjà, à partir du moment où elle pense à ce moment-là, elle est complètement crispée. Et ensuite, elle va serrer l'enfant. Donc, l'enfant lui répond à cet état tonique hein, de la mère. Hein. Donc, lui aussi, il se tend. Comment ça se passe? Comment fait un bébé quand il se crispe? Eh bien, en fait, il se jette en arrière. Donc là, on est déjà en 5 secondes, même avant même qu'il y ait l'histoire du mamelon, du biberon qui entre en jeu, on est déjà dans quelque chose de difficile dans la rencontre. Donc voilà, déjà, on respire, on se détend, on trouve une position où on est bien. Et puis à ce moment-là, eh ben, on essaye de voir à quel moment le bébé va être actif et va en fait aller vers le mouvement de capture. Quand on montre aux parents que ce qui est intéressant à saisir, c'est le moment où l'enfant se lance, plutôt que de chercher à tout prix à lui faire vraiment entrer le biberon dans la bouche, eh ben, on rend l'enfant plus actif et en fait, voilà, en général, tout à coup, les choses s'ajustent. Et c'est vrai, oui, bien sûr, que c'est un travail à faire avec les parents pour leur faire sentir tout ça. Et ça peut mettre beaucoup de temps. Il y en a qui captent très, très vite, mais il y en a évidemment qui peuvent mettre beaucoup de temps pour comprendre ça. Merci. J'ai envie de vous proposer de reprendre votre fil parce que je Bien, vois que le temps le passe. temps passe. Hein. Mais bien sûr qu'il y a des questions qui s'ajustent et on verra comment on peut vous les retransmettre. D'accord. Oui, alors bon, c'est vrai que je vais enchaîner sur une des choses qui me paraît absolument essentielle. On a vu un peu le tout nouveau-né, on a vu l'enfant de 3-4 mois et j'ai envie de parler de l'enfant de 6 mois. Donc voilà, on grandit un peu avec lui. Et moi, ce que j'ai appris dans le champ de la sensorimotricité, j'ai eu vraiment l'immense chance de pouvoir suivre les enseignements d'André Bullinger, qui, voilà, ça m'a vraiment formée, ça m'a permis je dis souvent, d'apprendre à lire un bébé. Et une des choses qu'il m'a appris, c'était euh, qu'est-ce qui se passe par rapport au dos d'un enfant, le dos. C'est vrai que c'est quelque chose auquel finalement on pense peu. Euh, on, disons, voilà, ce qu'on veut en général, c'est que l'enfant apprenne à tourner, apprenne à s'asseoir, apprenne à se tenir, bien sûr. Mais comment est-ce qu'on fait pour s'appuyer? En fait, le dos est avant tout quelque chose sur lequel on s'appuie. Bullinger utilisait le mot un arrière-fond. En fait, d'avoir un arrière-fond, c'est d'avoir un dos qui nous sert comme appui, sur lequel on peut s'appuyer. Et j'aime beaucoup quand on fait des petits moments d'accueil parents-bébés là dans le cabinet où je travaille comme thérapeute, où les parents vont poser des questions. Voilà, ils viennent avec leur bébé 3 mois, 4 mois, 6 mois.
On place les bébés en appui, hein, donc le bébé fait face aux autres, hein, et puis il est en appui contre le corps du parent. Et là, on montre aux parents, c'est tout simple, hein, c'est de ramener les jambes du bébé contre lui. Donc il est bien appuyé contre le dos du parent et on rassemble les jambes contre lui. Et en fait, cette posture-là, hein, Bullinger nous disait, c'est comme un enroulement. Et quelque part, c'est une sorte de récupération de la position fœtale, quelque part, hein, puisque l'enfant dans le corps, dans l'utérus, eh ben, il va être dans cet enroulement. Et en fait, cet enroulement, le sentir, le prolonger, je veux dire, un bébé qui va bien, il le fait naturellement. Vous mettez un bébé sur la table allongée, même un tout petit, il va recroqueviller ses jambes contre lui, il va ramener ses pieds, ses bras aussi, il va être naturellement enroulé. Mais il y a plein de bébés qui sont plus fragiles, des bébés qui partent en hyperextension. Combien de bébés avec des reflux gastro-œsophagiens, là, aujourd'hui, on sait qu'il y en a énormément. En fait, on les voit comme ça, hein. Et c'est extrêmement difficile pour eux, hein, de retrouver cette posture en enroulement et de pouvoir s'appuyer comme ça sur leur dos. Alors, c'est vrai que voilà, s'il y avait un message à passer aux professionnels, eh ben c'est de sentir ça, hein. On place l'enfant sur une surface, sa table allongée, on peut le faire au sol sur une petite couverture. Et en fait, on va proposer de soulever le bassin, hein, on va soulever le bassin et vraiment voir qu'est-ce qui se passe avec les jambes. Et en fait, en soulevant, on met juste la main sous les fesses, si vous voulez. Et ce qu'on va voir, c'est que l'enfant, naturellement, eh ben, il va ramener ses jambes contre lui. Et voilà, de proposer ça, de jouer avec ça, de voir ce qui se passe, de voir si les petites mains de l'enfant se mettent sur ses genoux, etc. Je pense que ça fait vraiment partie des jeux intéressants où on va jouer avec l'enfant, on va peut-être être dans le regard. On imagine la scène, hein, sur la table allongée. On joue avec ce bassin, les petits pieds de l'enfant qui montent, les pieds qui vont arriver peut-être vers la bouche du parent, l'enfant qui va commencer à attraper ses pieds. Tout ça, avec l'idée derrière, on le regroupe, on l'enroule, on le rassemble. Et en fait, chaque fois qu'on est en train de faire ça, et bien finalement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de lui donner un arrière-fond, c'est-à-dire un dos contre lequel il va s'appuyer. Et voilà, ça, je pense que c'est une des étapes très intéressantes où on va à la fois vivre des choses avec l'enfant dans la découverte émotionnelle et en même temps, on va lui faire sentir des choses dans son corps qui vont être absolument essentielles pour son développement. Et voilà, en particulier avec les parents un petit peu fragiles, qui ont du mal à être avec l'enfant, on peut leur montrer ces petits gestes et ça peut beaucoup les aider. Donc, j'ai encore des tas de petites choses à dire, mais c'était un de mes points fil rouge. Il y a quelqu'un qui se demandait comment ça se passe justement pour cette exploration main-bouche. Donc là, je reviens au point Oui. précédent que vous nous avez partagé. Quand il y a l'introduction des tétines, chez nous on dit tétines, chez vous, je ne sais pas si ce sont des tututes ou des... Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour le besoin de réflexe de succion, justement cet équilibre? Est-ce que... Voilà, qu'est-ce que vous avez déjà réfléchi autour de cette question? Oui. Alors, si vous voulez, moi, ce qui me... Là, je vais m'appuyer sur Brazelton. Brazelton, tout le monde le connaît. Il a dans l'échelle de Brazelton, hein, qui est donc cette échelle qui permet d'évaluer le comportement du nouveau-né, il y a un des items qui est la consolation progressive. C'est un magnifique item. Et ce qu'il raconte, Brazelton, il dit une chose toute simple, hein. Il dit en fait, quand on a un bébé qui pleure beaucoup, voilà, hein, il est dans un état de pleurs important, hein, on appelle ça l'état d'éveil agité, avec pleurs qui ont du mal à se calmer. En fait, quand un bébé atteint cet état de pleurs, ou même parfois avant,
la première réponse qui est donnée, souvent, c'est la tétine. Nous, on appelle ça la lolette ici. Et moi, j'ai vu ça beaucoup en néonatologie. J'ai vu ça énormément en néonatologie, où on a un bébé qui chouine. Hein, donc, je veux dire, c'est un minuscule pleur de 3-5 secondes et on a déjà cette immense lolette hein, qui dépasse à peu près son visage et qui est proposée. Et c'est vrai que ce que dit Brazelton, c'est que on a ce bébé qui pleure, on va commencer par lui offrir le minimum. Parce que peut-être pour ce bébé, le minimum, ça lui suffit. Alors le minimum, c'est quoi? Eh ben, c'est déjà de le laisser tranquille, parce que parfois des bébés, c'est juste ça dont ils ont besoin en fait. Si ça ne suffit pas, on va peut-être se pencher vers eux, on va leur parler, on va attendre un petit peu, voir si ça fait quelque chose. Si ça ne suffit pas, eh ben, on peut rassembler le bébé, effectivement. Hein. On sait bien que ben, voilà, tous ces mouvements, on va mettre ses bras, ses jambes, on va rassembler. Ça peut faire que tout à coup, il arrive à s'apaiser. Si ça ne suffit pas, on va le porter et puis on va commencer à le bercer. Et puis si ça ne suffit pas, eh ben, on va effectivement, bien sûr, proposer une tétine parce qu'on sait que la succion non nutritive, eh ben, évidemment, elle est apaisante. Donc c'est évident que pour des bébés qui sont dans des pleurs qui sont extrêmement difficiles à faire lâcher, ce moyen-là hein, d'utiliser une tétine eh ben, peut être très efficace. Ce qui est dommage, c'est de l'offrir trop vite et de ne pas laisser finalement toutes les autres capacités de régulation de l'enfant de s'exprimer, de pouvoir être perçu par l'entourage en fait. Hein. Après, un des grands problèmes, c'est que finalement, je vous dirais, un des grands problèmes, c'est qu'il y a beaucoup de bébés qui ne l'acceptent pas, qui ne la veulent pas, qui veulent absolument pas en entendre parler, et en particulier des bébés qui pleurent énormément, et où ce mode-là, ben voilà, les parents disent, mais j'ai beau essayer, c'est compliqué. Donc, je dirais, voilà, alors avec ces bébés qui pleurent énormément, il faut trouver d'autres techniques. Ça peut être par exemple des bébés qui ont énormément besoin d'être bercés. Ça peut être des bébés où il y a quelque chose à explorer du côté du stress du parent. Hein, un parent qui peut voilà, être dans des tensions internes qui vont faire que disons, toutes ces crispations au niveau tonique, eh ben, c'est difficile pour un bébé de s'apaiser dans des bras qui sont extrêmement tendus. Donc là, il faut peut-être trouver ben voilà, des moyens d'aider le parent, des moyens de relais, explorer toutes les ressources que la famille peut avoir par rapport à ça, reconnaître qu'on a tout essayé, etc. etc. Bref, voilà, ça c'est pour parler un peu des bébés qui pleurent énormément et qui refusent la belette. Après, on peut dire un mot, peut-être c'était ça un peu la question, de tous ceux qui prennent la lolette, mais qui ne la lâchent plus. Et ça, alors, il y a des recommandations des dentistes par rapport à un certain âge où ça devient vraiment un problème. Alors maintenant, je dois dire, j'ai plus en tête les âges, hein, mais il me semble que c'est entre 3 et 4 ans, qu'à partir de cet âge-là, ça peut entraîner des déformations. Dans le fond, ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des enfants, à un moment donné, ont un déclic alors qui va être soutenu par les parents. Alors, il y a plein de choses qui existent hein, pour aider à ce déclic. Mais finalement, si ça se joue surtout entre 2 et 3 ans, dans une période où il y a l'affirmation de l'enfant, si ça se joue autour d'une question d'opposition et de pouvoir, on est fichu là, hein. On est fichu. Donc il faut beaucoup plus jouer, plutôt que l'enfant apprenne à obéir aux parents, maintenant c'est fini, tu lâches la lolette, on enlève, mais plutôt jouer sur ben voilà, des moments dans la journée. Ben non, il est trop grand maintenant pour sortir avec sa lolette. Est-ce qu'il en voit, lui, beaucoup d'autres enfants de son âge qui ont encore la lolette à la bouche? Enfin, finalement, jouer quelque part sur des capacités de compréhension de l'enfant pour, pour avancer et puis finir par avoir le déclic et la lâcher.
Voilà. Merci beaucoup. Je reviens aussi à une question qui a été déposée Oui, au tout début et quelqu'un qui s'interrogeait justement, mais là évidemment on parle des configurations parentales classiques, je vais dire, mais qui se posait la question du- de l'adoption. Comment ça se passe pour des parents qui sont adoptants et qui n'ont sans doute pas toujours eu cette occasion de découvrir ce bébé si ouais, petit et toutes les étapes que vous décliniez ouais, là avant. Voilà. Est-ce ouais. que vous avez aussi des pistes? Alors, je dirais, bon, évidemment, il faut partir de là où en est l'enfant. C'est vrai que là, je vais attendre des parents qui peuvent peut-être, ben voilà, il y a toute leur histoire, hein, des parents qui peuvent se trouver dans cette situation et on peut imaginer tous les besoins qu'il peut y avoir là. Mais d'une certaine manière, euh, il faut partir de là où en est l'enfant. Et c'est vrai que tous les enfants ne vivent pas les choses de la même manière en fonction de leur expérience, en fonction de leur âge. Une des choses à, je pense, être très attentif, c'est la, quel est où en est l'enfant par rapport à sa sensorialité et en particulier son acceptation de la tendresse, des gestes de tendresse, le fait de caresser la tête, le fait de faire un bisou, le fait de prendre dans les bras. Finalement, il y a des enfants, en fonction de leur histoire, ça leur est absolument impossible. Le moindre contact physique, moi j'ai vu ça avec des enfants il y a 25 ans en arrière, quand on est allé visiter certains sites, des centres en fait maternels en Roumanie, où on a pu voir ce genre d'enfants, hein, qui sont des enfants, si dès qu'on les approche, hein, ils écartent les bras, parce que c'est juste pas possible. Le contact peau à peau leur est insupportable. C'est comme si vous touchiez une plaque brûlante. Et voilà, quand on a des enfants comme ça, il faut déjà se dire, ben tiens, comment est-ce qu'on va pouvoir démarrer depuis tout petit? À quel moment l'enfant commence, lui, à chercher le contact? Finalement, comment est-ce que lui peut se montrer actif et aller chercher le contact? Euh, Inversement, vous pouvez avoir le contraire, c'est-à-dire des enfants qui font des allers-retours, qui viennent se coller très fort au niveau corporel, puis repartir. Hein. Se coller, repartir, voire même qui vont aller se coller vers n'importe qui. Ils arrivent dans une salle d'attente et puis ils vont se mettre sur les genoux de la personne qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est vrai que ces enfants qui ont vécu des traumatismes, qui ont vécu des séparations très précoces, ont pu être douloureuses, etc., eh ben, il faut déjà les observer, déjà essayer de saisir où est-ce qu'ils en sont, de leur capacité à entrer dans un rapport où la sensorialité va se jouer. Et de démarrer avec du tout petit pour essayer petit à petit d'aller vers quelque chose. En fait, si vous voulez, c'est que la sensation ne soit pas une source de menace. En fait, il faut se dire que pour certains enfants, euh, certaines sensations c'est comme une menace, et même une menace à leur vie, à leur survie. Hein. Et du coup, faire que cette sensation soit quelque chose qui soit petit à petit accepté et finalement recherché. Mais voilà, ça réclame d'être déjà très attentif aux besoins de l'enfant. Là, j'ai exploré deux singularités, mais il y en a plein d'autres. Merci beaucoup. Voilà, je vois qu'il est déjà 2h moins 5. Ouais, Donc on arrive tout doucement au temps. Je vous remercie vraiment, Ayala, d'avoir partagé toutes ces réflexions et ces points d'attention qu'on peut relever en tant que professionnel qui accompagne des parents. Je ouais, trouve que votre image du vase et de la boule rouge qui prend la place et qui est là, normal, dont il faut tenir compte, mais qu'on peut faire grandir ce vase tout autour est très ouais, intéressante. Je repartirai aussi avec l'idée mais oui, chaque bébé a des compétences et que parfois on doit prendre le temps d'observer, de regarder, d'amener à comprendre, à pouvoir lire que cet enfant est acteur dans cette rencontre et que ça redonne souvent ces petits, enfin comme vous disiez au début, hein, ces moments d'émerveillement où tout à coup ça nous
enfin, on y a accès, alors tout à coup on est porté par quelque chose même de l'intérieur de notre propre corps, Oui, de cette chaleur et de ce moment de rencontre. Donc voilà, vraiment un tout grand merci pour ce partage. On n'a pas pu aborder toutes les questions qui ont été déposées. J'imagine qu'en vous écoutant, il y a encore de nombreuses associations qui se sont faites chez chacun d'entre nous. Mais voilà, si vous souhaitez, en tant que participant à cette conférence, continuer à élaborer autour de cette question, je vous invite à télécharger le petit livre que je vous ai présenté au début et qui est disponible sur le site internet de yapaka.be, qui s'appelle La découverte sensorielle et émotionnelle du bébé. Voilà, il est téléchargeable gratuitement en PDF et en EPUB. Et puis, vous voyez qu'on a aussi pris des petits temps de capsules vidéo où on a interviewé Ayala sur différentes questions. Et vous pouvez aller retrouver ces vidéos également sur le site de yapaka.be. Voilà, je vous remercie. On va laisser l'espace encore ouvert un petit temps voilà, pour se dire au revoir. Si vous avez envie de laisser une trace de ce que vous avez retenu de ce temps, voilà, on vous lit volontiers pendant les quelques minutes qui restent. Et déjà vous informer qu'un prochain webinaire aura lieu avec David Le Breton, le 4 décembre sur la place du rire dans comment le rire a sa place quand l'enfant grandit. Voilà.